Bonjour à tous, bienvenue aux interviews de Lisa. Sur cette chaîne, nous abordons des sujets concernant les personnes atypiques. L'objectif est de les mettre en lumière, de poser un autre regard sur ces personnes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Tanguy. Salut. Bonjour Tanguy. Bonjour Lisa. On va d'abord parler de ton frère. C'est ça. Qui était atypique. Qui était atypique, oui, qui était autiste, schizophrène. On parlera aussi de ton atypisme à toi. Oui. Quel âge tu as, Tanguy? Oula, plus que ce dont j'ai l'air. Ouais, 32 ans. Oui, c'est ça. Plus 15, ouais. 47, au moment où on filme. Ton frère s'appelle Pierre-Stéphane. Et voilà, il s'appelait Pierre-Stéphane et il est décédé il y a 2 ans, donc à 55 ans. À l'âge de Parce 50 qu'il ans. avait 10 ans plus que moi. Lui, il était autiste et C'est ça. schizophrène. Oui, et autiste, maintenant on dirait Asperger, parce que c'était à l'époque on disait autiste savant, parce que notamment en mathématiques il avait des talents assez incroyables. J'ai plein d'anecdotes à ce sujet. Et pareil pour apprendre les langues, enfin des choses comme ça. Il a appris l'anglais, on n'a jamais su comment, enfin voilà. Bref, assez mystérieux au niveau de l'apprentissage. Donc, vous êtes issu d'une famille de 3 enfants. C'est ça. Toi, tu es le plus jeune. C'est ça, le petit dernier, qui Et... a 9 et 10 ans d'écart avec mes 2 autres frères. D'accord. Et Pierre-Stéphane, c'était l'aîné? C'était l'aîné. Et en second, il y a Laurent, qui a 1 an d'écart avec le frère aîné du coup. Donc tu as connu Pierre-Stéphane, quand tu es né, il avait déjà 10 ans? C'est ça. Quand moi je suis né, il avait 10 ans. Quand j'ai commencé à prendre un peu conscience des choses, il était en pleine adolescence, avec ce que ça implique de montée d'hormones, de crise et tout ça, quoi. Alors, est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu as grandi auprès de ce grand frère? J'habitais à la campagne, donc ça c'est plutôt une chance, parce que de toute façon, qu'on ait des problèmes familiaux ou non, la campagne c'est toujours un plus pour se ressourcer, pour se détendre. Et j'ai la chance d'avoir des parents qui sont assez aisés, on va dire. Du coup, on avait chacun notre chambre. On n'était pas forcément tous les 3 dans la même chambre, sauf pendant les vacances chez mes grands-parents, où j'avais toujours du mal à m'endormir, sachant qu'il était le lit à côté du mien, mais je finissais toujours par m'endormir quand même. À l'époque, lui, il était en pleine adolescence, puisque quand j'avais, on va dire, 4-5 ans, lui, il en avait 14-15, et donc il était en pleine crise, quoi. Et quand je dis crise, ça peut être éclater des vitres, des ampoules, hurler, menacer de mort. Il n'y avait pas un jour où ça criait pas dans la maison, que ce soit lui ou mon père qui est assez colérique. Mais bon, lui, voilà, il piquait vraiment pas mal de crises et c'était un peu compliqué à gérer parfois. Quand toi, tu as commencé à grandir, à savoir un petit peu ce qui se passait, est-ce que tu savais que c'était de la schizophrénie? J'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours dit les choses, qui cachent pas les choses. Donc ma mère m'a très tôt expliqué la différence de mon frère, qu'il pouvait être impressionnant mais qu'il était dangereux surtout pour lui-même, qu'il n'a jamais fait de mal aux autres. Enfin, le pire qu'il m'ait fait, c'était de me tirer les cheveux une fois, quoi. Après, il m'a menacé avec des couteaux, et puis vraiment, il y avait de la détermination dans son regard, donc ça peut être très impressionnant. Il m'a déjà poursuivi dans la maison avec un couteau en disant « Je vais te tuer, je vais te tuer !» Et là, je courais, je m'enferme à clé, et en fait, du coup, je me mettais à hurler derrière la porte. Et en fait, dès que moi je me mettais à lui crier dessus, en mode je vais renverser la vapeur, non, c'est moi qui vais te tuer si tu continues, va poser ce couteau et tout. Et d'un coup, il se radoucissait, il dit non, mais j'ai pas fait exprès. En fait, le fait de voir que moi j'étais en colère, même si c'était derrière une porte, parce que moi je me sentais rassuré, ça le calmait en fait. Enfin, voilà. Parce qu'en fait, quand tu réagissais de cette façon, ça faisait quoi? Ça faisait que lui... C'est que lui d'un coup il se calmait en fait. Donc il sortait de sa crise parce que tu répondais Il était façon? toujours en crise, mais elle était plus dirigée à l'extérieur, quoi. Et il avait très peur de la police parce qu'une fois ou deux il s'était fait embarquer, notamment une fois il avait cassé la vitrine d'une boulangerie. Il avait vraiment une fixation sur tout ce qui était miroir, vitres, etc. Il en a cassé beaucoup et donc du coup il avait très peur de la police. Donc c'était aussi une menace quand il était trop en crise. Tu veux que la police vienne? Ah, non, 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 non. Et ça en fait, il avait tellement peur de la police que c'était un truc un peu comme le grand méchant loup pour les enfants ou ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que ça marchait plutôt pas mal. Mais parfois il y avait des crises qui étaient trop violentes pour que ça suffise. Et est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur ce que c'est la schizophrénie? Alors, dans son cas, parce qu'il y a la schizophrénie, c'est comme l'autisme, il y a une palette qui est extrêmement large et qui est variable d'un individu à l'autre. Mais dans son cas, il y avait une forme de décorporation. C'était qu'il ne savait plus, par exemple, si sa main, c'était sa main ou son pied. Il avait l'impression d'être un puzzle humain dont les pièces avaient été mélangées. Et du coup, il se mutilait, c'est-à-dire qu'il prenait un couteau, un ciseau, et il faisait, à partir du moment où le sang coulait,
il reprenait conscience Que c'était à lui. En fait. Donc là, s'il pensait que c'était son pied, il mettait un coup de couteau, il y avait du sang, il revoyait sa main. Donc c'était une époque où il s'est beaucoup mutilé. C'est l'époque aussi où on a commencé à lui donner des cachets pour le camisole chimique, comme on dit maintenant, voilà, parce qu'il n'y avait pas d'autres méthodes, on ne savait pas canaliser. Enfin, ça a beaucoup progressé depuis l'accompagnement de ces troubles-là, mais à l'époque, on ne savait pas quoi faire. Donc, Ça veut dire qu'il y a eu une période où on savait qu'il était schizophrène, mais il n'était pas soigné? Non, il a été soigné à peu près en même temps, en fait. Ok. Comme je te disais, la schizophrénie s'est déclenchée vraiment à l'adolescence, vers 14-15 ans en gros, je crois, avec les hormones. Et avant, on savait qu'il était autiste. Ma mère s'en est rendue compte très tôt. Il avait, je crois, à peine 2 ans quand elle a compris, quoi. Et d'ailleurs, elle a laissé complètement tomber ses études. Elle faisait Sciences Po pour faire des études de psychologie, justement pour pouvoir un peu s'occuper de son enfant et pas le mettre dans un institut qui était déjà à l'époque sordide. Enfin, je dis à l'époque parce que ça n'a pas trop évolué malheureusement. Il y en a des très bien, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont un peu des mouroirs, enfin qui sont assez tristes, quoi. J'ai vu des lieux peu recommandables, dirons-nous, humainement tristes, quoi. Enfin, ouais. Donc toi, tu n'étais pas né, mais est-ce que tu sais son côté autiste, comment ça se manifestait? Alors, oui, alors quand il était tout petit, un des éléments dont on m'a parlé, c'est que par exemple, il mettait de la pâte à modeler sur tous les murs de la maison. Voilà, c'est-à-dire dès qu'il y avait un élément, une porte, un mur, il mettait un bout de pâte à modeler. Et en fait, dans son univers, ça voulait dire s'il y a de la pâte à modeler, le mur existe. C'est une façon de dire ah, je l'ai touché, voilà, j'ai mis une trace dessus, donc c'est bon, si je l'ai touché, il est là, tu vois. Voilà, ça c'était un des éléments quand il était vraiment tout petit, genre 1 an ou 2. Donc son côté savant, tu disais que Alors, le maintenant côté on dit savant, Asperger. Oui. Et ben, par exemple, à 7 ans, il y a la maîtresse d'école, donc il devait être en CE1 parce qu'il était scolarisé jusqu'en 6e. À 7 ans, elle l'appelle en disant mais c'est vous qui lui avez appris à faire des racines carrées? À 7 ans. À 7 ans. C'est-à-dire qu'à 7 ans, il savait faire des racines carrées. Personne ne lui a appris ou quoi que ce soit. Il a dû ouvrir un livre qui traînait ou que sais-je, ou entendre ça, enfin, ou capter le concept. Et pareil, il pouvait te dire n'importe quel jour de la semaine on était, en fonction de la date. Tu disais quel jour on est, le 2 août 1915, et il te disait on est un mardi ou un jeudi. À une époque, j'ai travaillé ce talent-là, parce que c'est un truc qui peut se travailler, qui existe en mentalisme, en magie. Mais sauf que lui, il l'a trouvé par lui-même de façon purement, on ne sait pas quoi. Presque innée. Ouais, c'est ça, de façon innée, quoi. Et au quotidien, comment c'était? Tous les jours, il y avait des cris, mais pas tous les jours des crises. Il y avait au moins 2 crises par semaine. Crises qui pouvaient durer une demi-heure, 1 heure, comme 2-3 heures. C'était pas toute la journée non plus, heureusement. Mais bon, c'était rock'n'roll. Et comment ça se passait? Globalement, ça se passait bien, parce que comme justement il était Asperger, il arrivait à communiquer quand même. Il n'était pas complètement renfermé dans sa bulle, etc. Donc il pouvait y avoir un peu d'échange. Il aimait bien l'humour, il faisait des jeux de mots de temps en temps, ça le faisait beaucoup rire. Même moi, quand je faisais des jeux de mots sur son prénom, par exemple, j'appelais en italien, je fais alors Pietro, ça le faisait rire. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. Mais sinon, des obsessions, c'est-à-dire que par exemple, il pouvait me demander 50 fois par jour quel jour on est. On est jeudi aujourd'hui? Alors parfois c'était quel jour on est, puis on est jeudi aujourd'hui. Enfin, là, en l'occurrence, on tourne le dimanche, mais il te dirait on est dimanche aujourd'hui. Puis 10 minutes plus tard. Quel jour on est? On est dimanche. Ah, on est dimanche, ok. Repartez. Puis un quart d'heure plus tard, on est dimanche aujourd'hui? Ça toute la journée. Et en fait, il fallait rester zen. Parce qu'au moindre signe d'agacement, une crise partait, quoi. Donc ça fait partie des choses qui m'ont appris la patience aussi. Parce que de répéter, etc., jusqu'à l'usure. Mais les jours où j'étais fatigué, ah mais tu l'as déjà demandé 10 fois. Et là, c'était parti pour une crise. Parce que moi-même, j'avais craqué. Et pour toi, c'était normal? En tout cas, ça faisait partie de mon quotidien. Les enfants s'adaptent à l'environnement qu'on leur propose, donc je me suis adapté à cet environnement-là. On l'a jamais caché, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a fait des visites, on allait au musée, on a fait des choses avec mon frère. Bravo mes parents pour ça aussi, parce qu'il y a des parents qui n'osent pas se mélanger parce que il peut y avoir une crise, parce que d'un coup, voilà, les gens peuvent être mal à l'aise. Et moi, c'est ça que j'ai repéré en fait très jeune et qui à la fois me faisait de la peine et me mettait en colère, c'était de voir le regard des gens en fait. Sur cette différence justement, c'est de voir que les gens avaient soit peur, soit étaient dégoûtés, soit ils avaient une espèce de regard de pitié. Enfin, c'était jamais un regard normal ou bienveillant. Enfin, ça arrivait, mais c'était rare, quoi. Du coup, ça générait beaucoup de colère et ça m'arrivait de crier sur des gens en disant « Mais vous savez qu'il n'est pas dangereux, faut pas avoir peur !» Avec ma réaction d'enfant, quoi. Mais
parce que ça me faisait de la peine de voir qu'on le regardait comme ça. Même si effectivement c'était pas forcément facile de vivre avec, mais pour moi il méritait pas ça en tout cas. Et donc c'est aussi une des choses qui ont fait que je me suis très vite détaché du regard de l'autre en fait. Ça c'est une des grandes forces qui m'a amené. C'est que quand j'ai vu que les autres de toute façon jugeaient sans connaître, etc., j'ai dit bah allez c'est bon. De toute façon, voilà. Après, j'ai appris les phrases quoi qu'on fasse, il y aura toujours des gens pour trouver que tu fais mal, enfin, etc. Ouais. Donc, tu as appris la patience. J'ai appris une forme de patience, ouais, même si parfois je peux en manquer comme tout le monde, notamment avec la fatigue ou la faim. Mais ouais, j'ai appris beaucoup de patience, du détachement par rapport au jugement des autres aussi, au regard de l'autre, d'accepter la différence, de pouvoir voir de la beauté en chacun aussi. C'est-à-dire que, comme je te disais, il avait de l'humour, mais quand il riait, il t'éclaboussait de sa joie en fait. Mais comme personne ne rit autant, c'est-à-dire que lui, il riait pas à 100%, il riait à 1000%, quoi. Donc pareil, quand il avait l'œil qui frise, c'est que qui se retenait comme ça, mais c'était hyper contagieux, tu vois. Donc il y a cette beauté-là aussi intrinsèquement, quoi. Malgré les tonnes de médicaments qu'il se prenait et compagnie. Et toi? Dans tout ça? Alors moi, dans tout ça, c'était compliqué petit parce que lui prenait beaucoup de place, forcément. J'ai un père qui a beaucoup de caractère, qui, comme il était un peu colérique aussi, euphémisme, mais juste verbalement, il n'a jamais été violent physiquement ou quoi que ce soit, mais bon, il pouvait lui aussi piquer des crises. Voilà, j'avais 2 hommes qui prenaient beaucoup de place à la maison, c'était compliqué pour s'imposer. Du coup, pour me faire écouter, j'étais obligé d'hurler souvent. C'est le seul moment où on m'entendait, c'est quand je me mettais à crier. Du coup, j'ai des cousins qui étaient persuadés que j'avais un sale caractère, etc. Mais parce qu'en fait, j'avais pas d'autre moyen de me faire entendre. Dès que j'étais un peu en parler normalement, etc., ça passait inaperçu. Mais c'est normal, hein. Ça, je l'ai mal vécu à l'époque parce que j'étais petit et que je sentais que je manquais d'attention. Mais avec le recul, j'ai compris pourquoi en fait. Donc tout est pardonné, tout va bien, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était dur de se sentir pas écouté, quoi. Tout simplement, parce que j'avais aussi des problèmes, comme tout enfant peut avoir des problèmes, mais ils passaient au second plan, quoi. Donc ça, c'est la partie un peu difficile. Donc tu as parlé de ton père, oui. qui est colérique. Colérique, ouais. Alors lui aussi est neuroatypique, j'en suis sûr à 200%. Parce que, il y a plein de choses au niveau de l'intelligence plutôt HPI, au potentiel intellectuel, comme on dit maintenant. Avant, on disait surdoué. De toute façon, les noms changent. Zèbre, forêt tropicale aussi, j'aime bien. Ah, forêt tropicale. Ouais, forêt tropicale, c'est pour le côté foisonnant, etc. Et que tu as des forêts domaniales qui sont bien entretenues, machin, puis t'en as où ça foisonne. Voilà. Donc, j'aime bien cette image aussi. Mais ouais, clairement, parce que très, très talentueux, qui réussit tout ce qu'il fait, qui a plein d'idées géniales, etc. Mais comme beaucoup de hauts potentiels, voire l'immense majorité, à moins qu'ils soient psychopathes, sont aussi des hypersensibles. Et quand tu es hypersensible et que tu veux gravir des échelons sociaux, etc., la pression est énorme. Et donc, un hypersensible sous pression, forcément, ça crée soit quelqu'un de colérique, de dépressif, ça amplifie tout, quoi. L'hypersensibilité amplifie tout, en bien comme en mal. Hein. Mais dans son cas, avec la pression sociale, c'était compliqué, ouais. Et ta mère ? Et ma mère, c'était un peu elle qui gérait tout ça, parce que pour l'anecdote, une fois, mon frère a piqué une crise, je devais avoir 5 ans, on était en vacances chez mes grands-parents, dans le sud de la France, et un jour, mon frère a piqué une crise, et tout le monde s'est arrêté, il y avait plein d'invités, il y avait 30 personnes, et tout le monde a eu peur, même mon père, j'ai vu mon père avoir peur de son fils, et là, c'est ma mère, qui a fait « Oh, ça suffit les conneries et tout, tu viens avec moi, on va dans ta chambre et tout », qui prenait les choses en main. Qui s'est affirmée pour montrer qu'elle n'avait pas peur. Mais franchement, ce jour-là, si elle n'avait pas été là, je pense que ça pouvait mal virer, quoi. Parce qu'une crise face à des gens qui ont peur de cette crise, ça aurait pu être un déferlement, tu vois. Mais elle arrivait. Donc ma mère, elle gérait ça, en fait. Et comme elle a fait des études de psy, elle s'est retrouvée à bosser avec mon père parce qu'ils ont monté une boîte de chasse de tête. Alors pour ceux qui ne savent pas, la chasse de tête, c'est un peu comme la NPE à l'envers. C'est quand une grande entreprise recrute des cadres. Par exemple, la SNCF cherche un nouveau directeur pour gérer. Ils font appel à des boîtes comme celle de mes parents. Maintenant, ils sont à la retraite, mais pour trouver un nouveau directeur, et donc chasse de tête parce qu'ils chassent des talents. Parfois ils vont en débaucher en proposant, dire « Ah, il est bien ton poste, mais nous on te propose ça avec ça en plus, ça t'intéresse ?» Les fameux golden parachutes et tout ça. Ma mère s'est retrouvée à faire les profils psy justement
dans ce cabinet de recrutement pour déterminer si la personne pouvait aller avec la boîte et tout ça, quoi. Elle n'a pas fait d'études de psychologie tout de suite. Non, alors probablement ma mère aussi est neuroatypique, puisque c'est le genre de... Quand elle était jeune fille, elle avait lu tout Zola à 10 ans, par exemple. Enfin, elle faisait ses travaux en écoutant de la musique, du rock'n'roll. Enfin, elle était multitâche, quoi, et qu'elle réussissait très bien. Elle a fait Sciences Po, sciences politiques, mais c'était un peu trop facile, quoi. Donc en parallèle, elle faisait histoire de l'art avec une spécialisation sur les vitraux du XIIIe siècle ou du XVe siècle. Tu me pardonneras, maman, si tu vois cette vidéo. Et parce que bon, c'est trop facile, quoi, Sciences Po. Et après, en fait, très tôt, donc ils se sont aperçus que leur enfant avait des petits problèmes psy, et du coup, elle a tout laissé tomber pour faire des études de psy, pour pouvoir s'occuper de son enfant et pas le mettre dans un institut, quoi. Donc des parents neuroatypiques, oui. Un frère aîné neuroatypique. Oui. Alors et toi? Moi aussi, alors je suis au potentiel. On m'avait détecté quand j'étais au collège, ce qui avait surpris certains de mes profs parce que j'étais un élève plutôt médiocre. Oui, parce qu'on a tendance à penser que les HPI, oui, ils vont tout réussir, ils vont exceller dans les études. Alors ça, c'est une idée reçue parce que les chiffres sont variables, mais en gros, c'est un tiers qui ratent vraiment, qui sont mauvais, quoi. Un tiers qui sont moyens plus, et un tiers qui réussissent vraiment très fort. Mais il y a autant d'échecs que de réussites. Les HPI sont souvent, la plupart du temps, hypersensibles aussi. Et le carcan scolaire n'est pas tellement adapté aux sensibilités et à la pensée en arborescence et ce genre de choses. Donc tu peux vite te fermer aux études, par exemple. Donc toi, on a détecté ça au collège? Au collège, suite à un test. Et en fait, quand j'ai déménagé sur Marseille avec la mère de mes enfants, on est descendu sur Marseille. J'avais vu un reportage peu de temps avant sur l'association Mensa, qui justement, pour rentrer dans cette association, il faut avoir fait partie des 2% qui ont un QI supérieur à, je crois que c'est 130 ou 132. Au début, je trouvais le concept un peu idiot, puis je me suis dit, après tout, c'est un réseau comme un autre, ça me permettra de rencontrer des gens, etc. Donc j'ai passé leur test. Et leur test te dit juste si tu es apte à rentrer chez Mensa. Il ne te donne pas le score. D'accord. Mais c'est plusieurs heures enfermé dans une pièce. Nanana. Et ça a confirmé que je faisais partie de la case des 2%. J'ai fait ça assez tôt, j'avais 25 ans, du coup 25-26 ans. Et ça m'a soulagé de savoir, en fait. Parce que moi, je me voyais comme handicapé. Pendant longtemps, j'avais une grosse mésestime de moi à ce niveau-là. Parce que je suis aussi dyslexique. Dyspraxique. Alors je suis un dyspraxique qui est devenu magicien et qui jongle un peu, donc c'est pas mal. Mais je sens mes limites, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements en magie, je sais que à moins de m'entraîner comme un malade, ça va être compliqué. Donc il y en a, j'évite. Tu vois, en jonglerie aussi, je sens mes limites, mais je les sens. Enfin, il y a un truc qui fait. Tu vois. Après, je sais que les limites, ça se dépasse. Puisque justement, il y a plein de trucs que je pensais être incapable de faire, puis jongler, par exemple, j'y suis arrivé. Waouh, tu vois, j'y arrive. Mais en tant que dysorthographique, etc., qui a du mal à écrire, j'avais un regard de certains profs en primaire comme si j'étais demeuré, en fait. Soit j'étais débile en primaire, soit j'étais feignant au collège, ce qui était plus proche de la réalité. Tu n'avais pas confiance en toi? Ah non, moi j'étais ultra timide, renfermé. Et oui, comme j'avais peu d'écoute aussi à la maison, ça envoie une image de quelqu'un qui n'a pas de valeur. Donc ça m'a forgé aussi à être très peu confiant en moi. Et en fait, ce qui m'a sorti de ma bulle, c'est la magie, parce que mon premier métier, c'était magicien. Et vers 11 ans, mon frère, l'autre frère, donc Laurent, m'a amené dans un resto, il y avait un magicien, et il m'a rendu fou. Mais vraiment, j'en pouvais plus. Dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai cassé ma tirelire et je suis allé chercher des balles éponges, parce que c'est ce tour-là qui m'avait rendu fou, des cartes, un livre. C'est quoi le tour de balle éponge? C'est un tour qui se passe dans les mains des spectateurs, où les balles voyagent de ta main à celle du spectateur, etc. Donc c'est très impressionnant, parce que tu as la main fermée, d'un coup il y a des balles, enfin tu vois, c'est waouh. Et donc j'ai appris ça, et puis au début j'ai montré à la famille, aux copains. Et puis les copains, ils veulent que je montre à leurs copains à eux. Et là, des gens que je connais pas, donc je tremblais, etc. Et puis d'un coup, j'ai des réactions positives. C'est-à-dire que quelqu'un que je connais pas, juste en faisant 2 tours, j'arrive à le faire sourire. Enfin, j'arrive à créer des émotions positives. Et je me dis, tiens, je tiens un truc pour briser la glace, en tout cas. Et en 2 ans, j'ai commencé à prendre confiance. Et en fait, 2 ans après, j'ai compris que les gens te jugeaient sur ce que tu avais l'air d'être, pas sur ce que tu étais. Donc, tu es devenu magicien. Je suis devenu magicien, c'est mon premier métier. Et après, j'ai fait plein d'autres métiers autour de la scène et du spectacle. De toute façon,
besoin d'exister, de briller, de se montrer. Ouais. Et Mais, maintenant, tu en es où dans la confiance en toi? Ah, ça va très bien. Pendant longtemps, je pouvais avoir honte ou pas oser dire que justement j'étais HPI parce que ça fait un peu mec qui se la pète, prétentieux, etc. Sauf que non, ça vient avec son lot de casseroles aussi. et que l'hypersensibilité, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Mais moi, depuis que je l'ai relibéré, parce que je l'avais bien caché pendant longtemps, enfin bien cloisonné, pareil, je m'étais mis des murs de protection et tout. Puis une fois que j'ai fendillé les murs, et il y a plein de merveilleuses choses qui me sont revenues, comme pleurer de joie. Ça m'était pas arrivé et c'est vraiment d'être tellement heureux que t'en pleures, c'est génial. Moi, je souhaite ça à tout le monde. Et donc, on a dit que tu avais des parents neuroatypiques. Oui. Ton frère aîné, Pierre-Stéphane, toi, Oui. et ton troisième frère, est-ce qu'il est neuroatypique? Je suppose, mais je suppose d'ailleurs qu'il est hypersensible, clairement, parce qu'il a une belle sensibilité artistique. C'est compliqué de savoir en fait, mais il est très doué, très intelligent, très sensible. Donc on pourrait se dire que c'est héréditaire? Probablement, ouais. D'ailleurs, en ce qui concerne l'autisme, il y a toujours eu une espèce de balance, on ne sait pas, hein, mais grâce aux IRM, tout ça, on a vu que dans le cerveau, il y avait aussi des zones qui étaient atypiques. Et donc, si ces zones-là sont atypiques, comme pour la dyslexie et tout, c'est probablement héréditaire, quoi. Ils ne peuvent pas encore l'affirmer à 100%, mais disons qu'il y a de sérieux doutes pour qu'il y ait une hérédité là-dessus. Ouais. Donc chez toi, HPI, au Ouais. potentiel, Ouais. Intellectuel, plusieurs 10, Ouais. tu as des enfants? Oui. Le petit, pour le coup, a été diagnostiqué. Le grand, je suppose qu'il est plutôt HPI aussi, hypersensible, j'en suis quasiment sûr. Mais on s'en fout. Enfin, lui, il va bien, donc il n'a pas de demande ou de velléité de savoir s'il a un machin. Donc il n'y a aucun souci. Par contre, le petit, je voyais bien qu'il était en galère. Notamment au niveau de l'écriture, par exemple, la motricité fine, au niveau de la concentration. Tu lui dis un truc, il dit oui, mais en fait, il n'a pas enregistré, il n'était pas là. Enfin, donc il est là, mais qui n'est pas là. Plein de choses comme ça. Et c'est-à-dire comme c'était très compliqué l'école pour lui et qu'il était vraiment malheureux au fait d'avoir été diagnostiqué, donc lui il a des troubles de l'attention. Et puis dyslexie quoi aussi. On se rend compte qu'il y a beaucoup de neuroatypisme quand même dans notre société. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, clairement, je pense qu'il y en a plus que ce qu'on imagine d'ailleurs. Parce que c'est vrai que neuroatypique, ça sous-entend une rareté, parce que c'est atypique. Mais en fait, dès qu'on creuse un peu, est-ce qu'il y a autant de neurotypiques que ça? Je suis pas sûr. En vrai, je pense qu'on a tous des différences ou des trucs, qu'elles soient neuronales ou pas d'ailleurs. Voilà, donc après, justement, c'est ça qui fait la beauté du monde, c'est la diversité. Exactement. Si on était tous câblés pareil, ce serait un peu ennuyeux, je pense. Triste, ouais. Triste. La différence, c'est beau. Acceptez-vous comme vous êtes, avec vos failles et vos particularités. On a des forces, on a des faiblesses. Il ne faut pas cacher l'un ou l'autre, il faut accepter les deux pleinement. Donc, bienvenue aux différences. Oui. Merci Tanguy. Merci Lisa. Merci à vous, au revoir. La classe. Oui, sinon Tanguy, la caméra c'est ce point là. Ouais, c'est ça. Tanguy, qu'est-ce que tu as à nous dire? Redis, j'ai pas vu. Ça enregistre, merde. Ah bah c'est bon.